Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 24 janvier 2026, épisode 558. Et c'est juste incroyable, vous entendez le chien derrière qui est en train de jouer avec son jouet. Alors, nous allons ouvrir cet épisode avec Oracle qui publie son Critical Patch Update trimestriel pour janvier 2026, incluant une vulnérabilité critique pour laquelle un Proof of Concept a été publié dès le lendemain. La CISA ajoute la CVE 2024-37079 au catalogue KEV suite à des preuves d'exploitation actives. C'est une faille out of bounds write dans Broadcom VMware Survey Center qui permet l'envoi de paquets réseau spécialement conçus via le protocole DCERPC. L'ISC publie un bulletin de sécurité pour Bind 9 concernant la CVE 2025-13878. Aucun correctif officiel n'est disponible, mais ISC recommande les mises à jour depuis sa matrice de vulnérabilité. PatchSack a divulgué la CVE 2026-24572. C'est une vulnérabilité SQL injection de type blind dans le plugin de WordPress Nelio Content. Fortinet FortiGuard Labs documente une campagne de phishing multistage ciblant la Russie via Amnesia Rat et Ransomware. L'infrastructure d'attaque abuse de GitHub pour la distribution de scripts et Dropbox pour les payloads binaires pour compliquer les efforts de takedown. Nous terminerons avec le botnet KimWolf qui infecte plus de 2 millions de dispositifs IoT. Infoblox révèle que 25% de ses clients corporate ont interrogé des domaines associés à KimWolf depuis octobre 2025, avec une présence significative dans les réseaux gouvernementaux et du département de la défense américaine. Selon le Centre canadien pour la cybersécurité, Oracle a publié le 20 janvier 2026 son bulletin de sécurité trimestriel, le Critical Patch Update, visant à corriger des vulnérabilités affectant de multiples produits. Le lendemain, une mise à jour critique signale la publication d'un POC, un Proof of Concept, pour la CVE 2026-21962. La vulnérabilité, elle affecte Oracle HTTP Server, WebLogic Server Proxy Plugin et Oracle Fusion Middleware. Elle permet à un attaquant distant d'obtenir un accès non autorisé sans aucune authentification préalable et les détails techniques précis de l'exploitation ne sont pas divulgués dans le bulletin du CERT canadien. Mais la publication rapide d'un POC fonctionnel élève considérablement le niveau de risque pour les organisations n'ayant pas encore appliqué les correctifs. Oracle maintient une cadence trimestrielle pour ses Critical Patch Updates, traditionnellement publiés le 3e mardi de janvier, avril, juillet et octobre, et ces releases incluent généralement plusieurs dizaines, voire des centaines de CVE couvrant l'ensemble du portfolio des produits Oracle, des bases de données aux middleware et aux applications d'entreprise. La publication d'un POC dans les 24 heures suivant le patch officiel représente une fenêtre d'exposition particulièrement courte pour les équipes de cybersécurité, en particulier sur les équipes de patch management. Ce timing agressif suggère soit une recherche anticipée sur les binaires bêta, soit une découverte indépendante concomitante au processus de disclosure d'Oracle. Les attaquants disposent désormais d'un code exploitable, avec de nombreuses organisations n'ayant pas complété leur cycle de test et de déploiement de patch. Le CCCS, c'est le nom du CERT canadien, du Centre de cybersécurité canadien, recommande aux administrateurs de consulter immédiatement l'advisory d'Oracle et d'appliquer les mises à jour nécessaires selon un ordre de priorité basé sur l'exposition des systèmes. Alors, on est samedi. Je sais que vous allez me dire, mais le samedi, ça va être compliqué. Moi, je suis prêt à mettre une petite raclette en pari que avant la fin de la semaine prochaine, c'est au KEV de la CISA. Ça va être exploité. Un POC qui sort 24 heures après le patch management, les attaquants ils vont s'y mettre dessus, c'est obligé. Les environnements exposés à Internet hébergeant Oracle HTTP Server ou WebLogic Server Proxy Plugin vont constituer des cibles prioritaires et nécessitant des actions immédiates de la part des propriétaires de ces types de devices. Les organisations utilisant Oracle Fusion Middleware doivent évoluer leur surface d'attaque et planifier un déploiement accéléré des correctifs pour cette vulnérabilité critique. J'adore ce genre d'annonce. La CISA a annoncé hier, le 23 janvier 2026, l'ajout d'une vulnérabilité au catalogue KEV, le KNO Exported Vulnerabilities, suite à des preuves d'exploitation actives. C'est la CVE 2024-37079. Elle affecte Broadcom VMware vCenter Server. Elle constitue une faille out of bounds write dans l'implémentation du protocole DCERPC
Et cette vulnérabilité va permettre à un acteur malveillant disposant d'un accès réseau vers le vCenter serveur d'envoyer des paquets réseau spécialement conçus, conduisant potentiellement à l'exécution de code à distance. Le vecteur d'attaque, via le réseau combiné à la faible complexité d'exploitation et l'absence de requirement d'interaction utilisateur, confère à cette faille un profil d'exploitation élevé. Il faut savoir que le bot 2201 établit le catalogue KEV comme une liste vivante des CVE présentant des risques significatifs pour toutes les entreprises et organisations fédérales, et elle impose aussi aux différentes Federal Civilian Executive Branch Agency de remédier aux vulnérabilités identifiées. L'échéance de rémédiation, c'est ça le plus important, elle est fixée au 13 février, c'est-à-dire moins d'un mois. Bon, quelque part, je vous dirais, quelqu'un qui expose son vCenter sur Internet sans passer par un proxy, un bastion, etc., bon, quelque part, comme on dirait l'autre, il mérite quoi. Il se fait poncer et c'est bien fait pour lui. Mais il faut quand même pas oublier que VMware vCenter, serveur, ça constitue quand même un composant critique de l'infrastructure de virtualisation pour de très nombreuses entreprises. Sa compromission va offrir un point d'entrée privilégié dans les environnements qui va permettre potentiellement le mouvement latéral vers des workloads virtualisés et l'accès à des données sensibles. Les administrateurs doivent consulter l'advisory de Broadcom référencée et d'appliquer les mitigations selon les instructions de Broadcom. Et tout ça, ça arrive un vendredi. L'alerte est sortie hier soir, il va être 22h heure française. Toujours le Centre canadien pour la cybersécurité, il nous a rapporté la publication par l'ISC, l'éditeur, le 21 janvier 2026, qu'un bulletin de sécurité adressait une vulnérabilité affectant multiples versions de Bind 9, donc les serveurs DNS. Et il y en a une qui est étendue, c'est la CVE 2025 13878. Ça concerne les branches 9.18.40 à 9.18.43. Il y a aussi la 9.20 qui est touchée, la 9.21. Et c'est assez surprenant parce que cette faille, elle permet des enregistrements BRID ou HHIT mal formés de provoquer l'arrêt inattendu des démons NEMED, donc le serveur DNS, et ces conditions de Denial of Services peuvent affecter la disponibilité des services DNS critiques pour les organisations dépendant de Bind, comme des serveurs autoritatifs ou récursifs. Les types d'enregistrement BRID alors BRID c'est BRID et HHIT sont relativement spécialisés, mais leur traitement incorrect déclenche une condition d'exploitable conduisant au crash du processus. C'est génial. Pardon, non, c'est compliqué, mais bon, maintenant, dans des enregistrements DNS, est-ce que vous avez dans vos zones du BRID ou du HHIT? C'est encore autre chose. Et l'ISC maintient une Security Vulnerability Matrix documentant l'ensemble des vulnérabilités affectant les différentes versions de Bind 9. Et cette matrice, elle constitue la référence autoritative pour les administrateurs gérant des déploiements de Bind. C'est vraiment à consulter si vous avez des serveurs Bind dans votre périmètre. Elle va permettre d'identifier rapidement les versions affectées, les correctifs disponibles quand ils le sont, et le Centre pour la cybersécurité canadien redirige les administrateurs vers cette ressource pour les détails techniques complets et les procédures de rémédiation. Il faut savoir que Bind demeure comme l'une des implémentations DNS les plus déployées mondialement, particulièrement dans les environnements corporate et d'infrastructures Internet, et une vulnérabilité qui provoquant l'arrêt du service DNS peut entraîner des interruptions majeures affectant la résolution de noms pour l'ensemble du réseau. Les systèmes exposés à Internet constituent des serveurs DNS récursifs ouverts représentant des sites prioritaires pour des attaques du type DOS. Alors la recommandation de Radio CSERT, c'est que si votre entreprise opère du Bind 9, elle doit consulter immédiatement le bulletin ISC, identifier les versions déployées dans les environnements et planifier l'application des mises à jour selon leur matrice de risque. Les déploiements critiques nécessitant une action accélérée pour éviter toute exploitation potentielle dans cette condition de crash. Nous sommes samedi soir, il est pratiquement 21h. Je vous souhaite un très bon week-end, équipe VOC et de Patch Management. Bon, pour les ciseaux, je suis assez rassuré, la majorité, ils dorment. Ils sont devant Danse avec les stars ou la Starac. Bienveillant, j'avais dit. Je serai bienveillant, c'est promis. CVEfeed.io a publié les détails de la CVE 2026-24572. C'est une vulnérabilité SQL injection qui affecte le plugin WordPress Nelio Content, développé par Nelio Software. La faille de type Blind SQL Injection impacte toutes les versions jusqu'à la 4.1.0 incluse, avec un score CVSS en 3 points de 8.8. Elle est classée en High Severity. Le vecteur d'attaque s'effectue via le réseau avec une complexité d'exploitation extrêmement faible. L'attaquant
nécessite un niveau de privilège low, donc il doit être juste connecté sur votre WordPress, mais aucune interaction utilisateur n'est requise pour son exploitation. Le scope reste en unchanged, mais les impacts sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité sont tous côté high et reflètent le potentiel de compromission complète des données de la base de données WordPress. Cette vulnérabilité résulte d'une neutralisation incorrecte des éléments spéciaux utilisés dans une commande SQL, permettant l'injection de requêtes arbitraires. La variante blind SQL injection implique que l'attaquant n'obtient pas directement les résultats des requêtes injectées dans les réponses HTTP, mais peut inférer l'information via l'analyse des comportements temporels ou des réponses booléennes de l'application. C'est cool, hein? Bon, quoi, non, c'est pas cool, mais moi j'ai trouvé ça, c'est une façon de passer à côté du truc. Et le Common Weakness Enumeration associe cette faille au CWE89, Improper Neutralization of Special Element Used in SQL Command. C'est génial. Donc PatchStack a fourni l'advisory détaillé et confirme que Nelio Software a publié la version 4.1.1 corrigeant cette vulnérabilité. Les administrateurs de WordPress utilisant Nelio Content doivent mettre à jour immédiatement vers la version 4.1.1 ou ultérieure, et les mesures additionnelles incluant la révision et la sanitisation de toutes les requêtes SQL, ainsi que l'implémentation de requêtes paramétrées pour l'ensemble de ces interactions avec la base de données, afin de prévenir les vulnérabilités d'injection futures. Intéressant, c'est un peu technique, mais c'est plutôt pas mal. Quoi, c'est du WordPress, il n'y a rien de technique réellement. Fortinet FortiGuard Labs documente une campagne de phishing multistage ciblant des utilisateurs en Russie avec Amnesia Rat et des ransomware. L'attaque débute par des leurres d'ingénierie sociale via des documents à thématique professionnelle conçus pour paraître routiniers et bénins. Ces documents et scripts d'accompagnement servent de distraction visuelle, détournant les victimes vers des fausses tâches pendant l'exécution silencieuse d'activités malveillantes en arrière-plan. On est sur du classique. On décide de cibler une cible, on l'envoie du mail. La campagne se distingue par l'utilisation de multiples services cloud publics pour distribuer différents types de payloads. GitHub héberge principalement les scripts, tandis que Dropbox va stocker les payloads binaires. Cette séparation complique les effets de takedown, améliorant effectivement la résilience de l'infrastructure d'attaque, et l'abus opérationnel de DefendNot pour désactiver Microsoft Defender constitue une autre caractéristique définissante. DefendNot, publié en 2025, permet de tromper le programme de sécurité en simulant la présence d'un autre produit antivirus déjà installé sur l'hôte Windows. C'est devenu un classique, c'est-à-dire qu'on a encore des chercheurs en cybersécurité qui sont étonnés, mais depuis la publication en 2025 de DefendNot, c'est la base. C'est comme apprendre à parler avec sujet, verbe, complément. DefendNot, c'est le sujet. Ça fait partie de la chose. Donc quand on voit ces chaînes d'attaque, il faut s'attendre que si on est juste avec un antivirus sur son poste client, ça ne va pas faire tout le job. C'est là que les EDR vont rentrer, les XDR vont rentrer en ligne de compte. Mais ce n'est pas le but de cet article. La chaîne d'infection va exploiter l'ingénierie sociale pour distribuer des archives compressées contenant de multiples documents leurres. Toujours le truc qui a très bien fonctionné en 2025, un raccourci Windows LNK malveillant, avec des noms de fichiers en langue russe. Le fichier LNK utilise une double extension pour stimuler un fichier texte et son exécution va lancer une commande PowerShell récupérant un script de stage suivant hébergé sur le repository GitHub, c'est là que ça devient dessus, servant de loader en première étape avant d'établir un point d'ancrage. Le script va supprimer les indicateurs d'exécution visibles en masquant pragmatiquement la fenêtre de console PowerShell, va générer un document leurre dans le répertoire d'applications data locale et l'ouvre automatiquement. Simultanément, le script envoie une notification à l'attaquant via Telegram Bot API. Donc, on fait de l'appel API sur Telegram. Vous voyez, une fois que quelque chose fonctionne, on va le réutiliser, mais jusqu'à la corde, on va l'user le système. Une fois que l'exécution réussit de la première étape, après un délai délibéré, c'est-à-dire que l'attaquant, pour être sûr qu'il ne va pas se faire calculer, il va attendre 444 secondes. Le script PowerShell va s'exécuter en Visual Basic Script hébergé, donc un VBS, au même emplacement de repository. Cette approche offre deux avantages cruciaux pour les attaquants. Ils vont maintenir le loader léger et permettre aux acteurs de la menace de mettre à jour ou de remplacer la fonctionnalité de la payload à la volée sans introduire de changement dans la chaîne d'attaque. Et le VBS, hautement offusqué, va agir comme un contrôleur assemblant la payload de stage suivant directement mémoire, évitant de laisser des artefacts sur le disque. Et le script final, il va vérifier l'exécution avec des privilèges élevés et, si nécessaire, va afficher répétitivement une invite de User Account Control pour forcer la victime à accorder les permissions nécessaires avec une pause toutes les 3000 millisecondes entre les tentatives.
La phase suivante initie une série d'actions pour supprimer la visibilité, neutraliser les mécanismes de protection du endpoint, donc de votre poste de travail, conduire la reconnaissance, inhiber la récupération et ultimement, c'est là où ça fait mal, déployer les payloads principaux incluant Amnesia, RAT et Ransomware. Passionnant, à lire. Alerte générale 24 heures sur 24. Selon Krebs & Security, un nouveau botnet Internet of Things, les fameux IoT, nommé KimWolf, s'est propagé à plus de 2 millions de dispositifs. 2 millions. Forçant les systèmes infectés à participer à des attaques DDoS massives et à relayer du trafic Internet malveillant et abusif. Ils servent de proxy résidentiel dans la majorité des cas. La capacité de KimWolf est à scanner sur les réseaux locaux des systèmes compromis pour injecter d'autres dispositifs IoT et ça va constituer une menace significative pour les organisations. KimWolf a connu une croissance rapide durant les derniers mois en 2025 en trempant divers services de residential proxy pour relayer des commandes malveillantes vers des dispositifs sur les réseaux locaux de ces endpoints. Les residential proxy sont vendus comme moyen d'anonymiser et de localiser le trafic web vers une région spécifique. Le malware transformant une connexion Internet en nœud proxy est souvent silencieusement bundlé avec diverses applications et jeux mobiles, forçant typiquement le dispositif infecté à relayer du trafic malveillant et abusif incluant de l'advertising fraud, des tentatives d'account takeover et des mass content scrapping. KimWolf va cibler principalement les proxys IPDEA, un service chinois possédant des millions d'endpoints proxy disponibles à la location hebdomadairement. Les opérateurs de KimWolf ont découvert qu'ils pouvaient forwarder des commandes malveillantes vers les réseaux internes des endpoints proxy IPDEA, puis scanner pragmatiquement et infecter d'autres dispositifs vulnérables sur le réseau local de chaque endpoint. La plupart des systèmes compromis via le scanning de réseau local à KimWolf sont des Android TV Streaming Box non officiels, typiquement des dispositifs Android Open Source Project non certifiés en Play Protect et commercialisés pour garder du contenu vidéo piraté illimité. Infoblox a révélé qu'une revue récente du trafic client a trouvé que près de 25% d'entre eux ont effectué une requête vers un nom de domaine associé à KimWolf, c'est-à-dire que 25% des clients d'Infoblox, depuis le 1er octobre 2025, ont pu voir qu'ils étaient ciblés. En complément, Sentient, qui fut le premier à divulguer le 2 janvier 2026 les méthodes uniques de propagation de KimWolf, a identifié au moins 33 000 adresses IP Internet affectées dans les universités et collèges et près de 8 000 proxys IPDEA dans divers réseaux gouvernementaux américains et étrangers. Spur a profilé les adresses Internet associées à IPDEA et 10 autres services proxy vulnérables aux techniques de KimWolf, trouvant des résidentiels proxy sur près de 300 réseaux gouvernementaux. C'est dingue. 300 réseaux gouvernementaux, 318 compagnies d'utilité publique et 166 hôpitaux ou centres de santé, ainsi que, et là il faut s'accrocher, 141 compagnies dans la banque et la finance américaine, avec des présences notables sur les réseaux du département de la défense américaine. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort. C'est gratuit. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisant cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org ainsi que dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. À demain pour un nouvel épisode. Je sortirai dimanche les newsletters. J'ai grosse flemme aujourd'hui, il faisait beau, j'en ai profité. Et surtout, bon courage aux équipes de patch management. Si vous avez de l'Oracle ou du VMware ou du vCenter exposé, je regarderai moi d'après. Moi, j'attendrai pas lundi matin. Bon, à moins que vous voulez passer votre semaine à expliquer à votre patron que vous êtes fait poncer, quoi. Il va pas apprécier. Surtout s'il écoute Radio Cessort. Au revoir.